qu'il arriverait là-bas en pleine forme, solide, affûté, et qu'il l'a mis KO en 50 secondes. Lui-même, assis au deuxième rang, en le regardant faire le ménage. McLean, avec ses 62 pouces de poitrine, ses 19 stones et son tempérament féroce, aurait été votre pire cauchemar si vous aviez été assez fou pour le contrarier. Certains se moquent de lui aujourd'hui, maintenant qu'il est mort, et prétendent que d'autres l'auraient battu ou l'auraient sûrement battu. Mais une chose, je peux l'affirmer avec certitude, il n'aurait jamais osé lui dire ça en face. Était-il battable sur un ring? Oui, il l'était. Roy Shaw l'a battu lors de leur premier combat et il a aussi perdu contre des boxeurs expérimentés, notamment 2 fois contre Cliff Fields et Johnny Waldron et une fois contre Kevin Paddock. Mais se battre à Manu Diao dans la rue, c'est à des millions de kilomètres de la boxe. Et je n'ai entendu aucune histoire vérifiée à 100% disant que McLean avait été battu dans la rue sans gants. Les milliers de bagarres de rue qu'il raconte dans son livre sont exagérées. Mais on m'a dit qu'un combat a bien eu lieu quand son bon ami Scottish Richie l'a emmené à Glasgow pour un combat à 16 000, un vieux combat à main nue contre le monstre de Pat, l'homme d'Arthur Thompson, le parrain de Glasgow, qui était le caïd de la prison de Barlinnie et qui, paraît-il, était un véritable animal quand il s'agissait d'infliger de la violence. Arthur Thompson, l'organisateur de ce combat brutal, est une figure légendaire qui a régné pendant des années sur certaines parties de Glasgow d'une main de fer. Au départ, il travaillait comme homme de main pour des prêteurs sur gage, un business qu'il a ensuite lancé à son compte à la sortie de l'adolescence. Il avait une méthode de recouvrement infaillible. Ceux qui ne payaient pas rapidement étaient souvent crucifiés, cloués au sol ou à une porte. Il est aussi devenu un ami et un exécuteur pour les craies. Il existe une histoire selon laquelle il se serait fait connaître d'eux en débarquant dans le club où il buvait, le double R, en brandissant une arme et en criant « Je suis Arthur Thompson de Glasgow, souvenez-vous de mon nom ». Pendant un temps, il a participé à des braquages et à des hold-up avec une équipe qui comprenait notamment le perceur de coffre Paddy Meehan, plus tard emprisonné à tort puis finalement gracié pour meurtre. Il a purgé une peine de 18 mois pour extorsion. Mais il a décidé que la prison n'était pas faite pour lui et qu'il investirait désormais son argent principalement dans des affaires légitimes, salles de danse et pubs, toujours par l'intermédiaire de prête-noms. Il était aussi très impliqué dans le trafic de drogue et la famille Thompson rappelait un peu la famille du parrain dans le film avec des tragédies similaires, 2 fils et une fille perdus entre meurtre et overdose. Au moment où Lenny a accepté ce combat sans règles, nous devions être à la fin des années 70 ou au début des années 80. Car McLean raconte dans son livre que Thompson l'avait invité à venir voir Jim Watt combattre à Glasgow avant le combat proposé à main nue. Et le dernier combat de Watt à Glasgow remonte à janvier 1980. Le combat devait avoir lieu dans l'arrière-cour du pub BMO, et le gars que Lenny allait affronter n'est pas nommé dans le livre. Il est seulement désigné comme « ce jock ». Ce n'est pas très imaginatif, mais ça fait le travail. Je vais maintenant laisser la parole à Lenny pour décrire ce combat brutal à main nue tiré de son livre « Lenny the Governor McLean ». On est entré par l'arrière du pub, le BMO. Le type que je devais affronter, je vais simplement l'appeler Jock, avait un groupe d'hommes avec lui. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'un film de gangster, comme les bretelles d'Arthur. On aurait dit qu'ils avaient ramené leurs costumes et leurs chapeaux directement des années 50. Jock a enlevé sa chemise pour bien montrer qu'il était un dur. Il était tatoué du cou jusqu'au petit déjeuner, enfin la poitrine, le cou et les bras, en tout cas. Les tatouages de prison ne ressemblent pas à ceux qu'on fait dehors. Ils sont grossiers. Et les couleurs ont toutes des teintes différentes parce qu'ils sont faits avec des aiguilles, des lames de rasoir et tout ce qu'on peut bricoler avec des stylos. Il avait la totale, une ligne en pointillé autour de la gorge avec écrit « Coupé ici ». Je me suis dit que j'allais peut-être lui faire ce plaisir. Et il avait « Killing » et « Death » sur les phalanges. Quel singe! Quand il est venu sur moi, la haine dégoulinait de lui et il grognait comme un chien. Je parie qu'il terrorisait tout le monde en prison, mais sur moi, ça n'a pas marché. Je l'ai laissé me frapper une bonne douzaine de fois, juste pour qu'il se vide un peu. Et juste au moment où il commençait à penser que je ne savais pas en envoyer une seule, je l'ai attrapé en plein sur l'oreille. Les gants enlèvent le piquant d'un coup, les poings nus déchirent, et la moitié de son oreille est retombée, le sang coulant partout sur lui. Je ne crois même pas qu'il l'ait senti, parce qu'il est revenu avec une gauche et une droite, une très basse sur l'os de la hanche, une autre dans les parties. J'aurais pissé dans les coins pendant une semaine. J'ai reculé et je lui ai balancé un coup de pied dans la rotule.
J'ai senti mes gros orteils se casser, mais pendant qu'il tombait sur son bon genou et se retournait à moitié, je lui ai enfoncé un coup de poing dans le rein aussi fort que possible. Là, il est complètement tombé, alors j'ai laissé tomber mes 19 stones en plein milieu de son dos. Il a lâché une sorte de grand souffle et a essayé de se retourner, mais moi j'ai juste cogné et encore cogné jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Quand je me suis relevé, ses jambes tressautaient, alors j'ai commencé à le frapper du pied dans les côtes, dans la figure. Quelqu'un m'a attrapé le bras et je l'ai mis au tapis avec l'autre. Puis une demi-douzaine de personnes m'ont plaqué, m'ont traîné jusqu'au mur, et Rich, je crois que c'était lui, m'a balancé un verre d'eau au visage. Je suis revenu à moi, et c'était comme un réveil. Mes bras et mes jambes pensaient encore qu'ils se battaient, mais ces types me tenaient fermement. Quand ma respiration s'est calmée, j'étais revenu à moi pour de bon. Je les ai repoussés, et je me suis assise sur un tonneau de bière vide. J'ai regardé. Jock avait été roulé sur le dos, mais il ne bougeait plus du tout. Arthur s'est approché et m'a dit « Viens Len, on va te sortir d'ici ». J'ai dit « On a notre argent ? Et pourquoi se presser ? Il est mort ou quoi ? Laisse tomber ça. Richie a ton argent, et je vais demander à un de mes gars de te ramener à Londres. Je t'appellerai chez toi demain. » Je lui ai serré la main et je me suis rendu compte que j'avais la main cassée. Apparemment, les deux l'étaient. La chose suivante dont je me souviens, c'est qu'on était dans une de ces Jaguars à 100 miles à l'heure vers le sud. Richie a dit « Bien joué Lenny, 21 000 au total. » J'ai répondu « C'est pas très drôle, l'argent écossais, hein ? Ces billets ont l'air de sortir d'une boîte de Monopoly. » Il a ri. Il savait que je le chambrais. « Je ne sais pas pourquoi ça te tracasse. Vous êtes pareil, mais si ça peut te rassurer, ce sont surtout des 50. » Il m'a lancé quelques pilules et je les ai avalées. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'il disait « Oublie celui-là. Il t'aurait tué si tu lui en avais laissé la chance. » Je me suis réveillé juste avant qu'on arrive à l'hôpital de Charing Cross. Ils m'ont bandé les mains et on était ressortis 1 heure après. Je n'ai même pas parlé de mon orteil. Je ne voulais pas perdre plus de temps. Je voulais juste rentrer chez moi et le laisser guérir tout seul. À 7 heures du matin, j'étais couché bien au chaud avec ma Val. Bon résultat, et content d'être rentré. Arthur m'a rappelé plus tard dans la journée, et la première chose que je voulais savoir, c'était comment allait ce type. Je ne pense généralement jamais aux hommes contre qui j'ai fait le boulot, mais cette fois-là, j'avais un drôle de pressentiment. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon ?» a dit Arthur. « Tu croyais l'avoir tué ?» Je crois que j'ai ri un peu trop fort quand j'ai dit « Nan, bien sûr que non. Je me demandais juste si je devrais remonter en Écosse pour le refaire. » Eh bien, Lenny, vu que Jock était resté inconscient pendant 1 heure après ton départ, tu as fait passer ton message. Mais je ne pense pas qu'il cherchera une revanche avant très, très longtemps. Drôle, quand même, de penser que je l'avais peut-être tué. Je deviens peut-être mou, ai-je dit à Val. Je ne vais pas rester à boiter à Hoxton en ressemblant à un accident de la route. Faisons-nous plaisir et partons un peu. Alors, avec pas mal d'argent en poche, on s'est offert de belles vacances, ça m'a remis d'aplomb. Voilà le récit de Lenny sur ce combat rapide mais sauvage à main nue contre un dur de Glasgow lié à Barlini. Ce serait intéressant de savoir si certains de mes abonnés de Glasgow savent qui était le gars qui a affronté McLean ce jour-là. Juste pour récapituler, il était couvert de tatouages de prison. Il avait une ligne en pointillé autour de la gorge avec écrit « Coupé ici » et « Killing » et « Death » sur les 2 mains. Ce tatouage en pointillé autour du cou avec « Coupé ici » était assez populaire à l'époque, dans les années 80. Au cinéma, je me souviens en avoir vu en prison dans les années 90. Donc j'imagine que pas mal de gens l'avaient. Il est aussi tout à fait possible que certaines descriptions aient été un peu embellies par le nègre littéraire. Mais on m'a bien dit que Lenny avait effectivement participé à un combat à main nue à Glasgow. Plusieurs personnes à qui j'ai parlé s'en souviennent. C'était apparemment une sorte de séance privée, sur invitation uniquement, organisé par Arthur Thompson Sr. Donc si quelqu'un a plus de contexte ou plus d'informations là-dessus, ce serait excellent. Comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup d'insultes sont aujourd'hui lancées contre Lenny, et lui-même admettait qu'il n'était pas Superman, surtout pas sur un ring. C'était un combattant non licencié de haut niveau. Il a dire gagné plus qu'il n'a perdu, mais il a quand même perdu contre quelques profils connus. Cela dit, il était extrêmement dangereux avec ses mains. Aucun gangster comme le vieux Arthur Thompson Sr. Mais quand il s'agissait de se battre dans la rue, il y en avait très peu de meilleurs que lui. Il y a aussi les accusations de brute qu'on lui colle. Mais à mes yeux, une brute, ce n'est pas quelqu'un qui va se battre contre n'importe qui, peu importe la taille, la dureté ou la réputation. Les brutes s'en prennent plutôt aux gens physiquement plus faibles. Il avait probablement certains aspects de ce tempérament-là. Je dirais que la plupart des hommes de cette trempe ont certains traits de caractère.
Ils aiment obtenir ce qu'ils veulent et imposer leur personnalité aux autres. Mais il faut aussi se rappeler qu'il avait des troubles de santé mentale qui n'étaient pas reconnus à l'époque. Sa charmante fille Kelly pense qu'il souffrait d'un trouble bipolaire sévère, ce qui expliquerait en partie ses sautes d'humeur, constatées par ses proches et ses amis. J'espère que ça vous a plu. Lenny, c'est toujours quelqu'un qu'on écoute avec intérêt. Il restera une légende pendant des années et des décennies. Ça c'est sûr, on ne fabrique pas beaucoup d'hommes comme lui. Alors, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ça reste toujours une histoire qu'on écoute volontiers. Prenez soin de vous.